Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue pour ce 4e épisode de Retour au stand. Je suis ravi de vous retrouver ce soir pour débriefer et analyser le Grand Prix d'Imola. Une 4e manche de la saison qui a tourné à la large faveur de Max Verstappen. Le pilote Red Bull s'est offert la 22e victoire de sa carrière, la 2e en 2022. Le week-end parfait pour Red Bull, la désillusion pour Ferrari, les bonnes perfs de Lando Norris et George Russell. Les consultants présents aujourd'hui vont revenir sur les principaux événements de ce 1061e Grand Prix de Formule 1. On reviendra également sur les points techniques de certaines monoplaces. Enfin, on verra qui sont les tops et les flops de nos journalistes. Les amis, je vous souhaite la bienvenue dans le 4e épisode de Retour au stand. Retour au stand revient après 15 jours de pause. Cela signe également le retour des analyses efficaces et des débriefs de qualité de nos consultants. Ils sont deux à m'accompagner ce soir. Bonsoir Clément, comment vas-tu ? D'après nos échanges hier, ce Grand Prix ne t'a pas vraiment plu, il t'a pas fait vibrer. Bonsoir à tous et bonsoir Doudou. Non, c'était pas un week-end extraordinaire, un peu à l'image du temps qu'il a fait sur Imola, mais bon, il va falloir débriefer quand même un week-end long, pluvieux et largement remporté par Red Bull. Voilà, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Edouard, quant à toi, j'ai senti un peu de satisfaction dans nos échanges hier. En tant que fan Aston Martin, je me suis régalé. Moi, franchement, du début à la fin, ce Grand Prix a été mémorable. Je pense que c'est le Grand Prix de l'année pour le moment. Eh bien, les hostilités sont lancées. Les amis, Max Verstappen s'offre une 2e victoire en 2022, la 22e de sa carrière, on le rappelle. Ça a été un week-end excellent pour le champion du monde en titre. Il a réalisé d'ailleurs le 2e grand chelem de sa carrière. Victoire en qualif vendredi, lauréat de la 4e course sprint de l'histoire de la Formule 1. Tous les tours menés en tête. Bref, une petite balade de santé pour Max Verstappen. Clément, ça a été une course assez tranquille pour lui, avec un très bon départ de sa part, contrairement à la course sprint de samedi où Charles Leclerc l'avait dépassé. Ouais, sur piste humide, il a eu l'avantage de partir du bon côté de la piste. Enfin, c'était assez bizarre parce que la piste était quand même humide. Alors peut-être un petit peu moins humide d'un côté ou un petit peu plus humide. Et on sait qu'avec les pneus intermédiaires, il y a vite très peu d'adhérence. Donc, il a fait ce qu'il fallait avec un peu de patinage côté Ferrari. Et puis après, il n'a pas du tout été embêté. On a vu, malgré les conditions compliquées, que les petites améliorations Red Bull ont vraiment amené un plus à cette voiture. Derrière, Sergio Pérez a tenu son rang. Ça a été le week-end parfait. Il reprend 19 points à Charles Leclerc. Il se place tranquillement à la 2e place du championnat. Il a réalisé 3 jours de très grande facture. C'était ensuite une gestion de course pour lui, ne pas faire d'erreur, choisir la bonne stratégie par rapport aux conditions météorologiques, anticiper les arrêts de ses adversaires, et tout a été maîtrisé plutôt, Edouard. Ouais, du début à la fin, ils avaient le contrôle sur cette course. Il a fait le plus dur en gardant la tête au premier virage. Leclerc s'est loupé, ça l'a tout de suite avantagé. Puis son coéquipier faisait tampon au cas où, donc il a pu s'envoler. Et puis même sur la piste, on voyait que c'était le plus rapide. Il mettait vite 4-5 dixièmes au tour quand il appuyait un peu. Donc, non, le week-end parfait. Les arrêts au stand ont été très bien maîtrisés chez Red Bull. 2 secondes 2 pour Pérez et 2 secondes 3 pour Verstappen. Non, c'est le week-end absolument parfait. C'est un 10 sur 10, je pense. Ouais, c'est ces petits facteurs qui ont joué. On le rappelle, 2e victoire de la saison. Le Néerlandais qui a empoché 34 points ce week-end. C'était le maximum qu'il pouvait empocher comme point. Ce qu'il porte donc à 59 points. L'écart s'est réduit entre lui et Charles Leclerc. 27 points au lieu de 46 au début du week-end. Un mot sur la fiabilité de Red Bull. On sait que l'écurie a été frappée par les problèmes techniques en début de saison. À Bahreïn, en Australie, c'était surtout la monoplace de Max qui posait problème. Helmut Marko avait dit quelques jours avant la course que les soucis de fiabilité avaient été en grande partie résolus. On a eu les preuves à l'appui, mais est-ce qu'il faut considérer que c'est définitivement derrière eux, Clément ? Non, je ne pense pas, puisqu'on n'est qu'au début de la saison. On a fait 4 Grands Prix sur 23, si je ne me trompe pas. Il y a un élément important, contrairement aux 3 premiers Grands Prix, Bahreïn, Arabie Saoudite et Australie, on a vu un week-end disputé dans des conditions très fraîches, très humides.
ça a peut-être avantagé Red Bull et désavantagé Ferrari. On sait que la Ferrari, depuis quelques années, a pas mal de problèmes sous la pluie. Donc, c'est un week-end qui est vraiment difficile à juger et à jauger, car les conditions ont été très particulières. Alors, on en a 2 à 3 fois par an, hein, des week-ends comme ça, mais c'est vrai qu'ils sont pas simples à analyser, puisque voilà, il n'y a qu'une seule trajectoire possible, il n'y a qu'une seule stratégie possible avec les intermédiaires ou les full wet. Donc, on a vu les petites améliorations. De là à ce que la fiabilité soit à 100% côté Red Bull, j'en suis pas sûr, mais en tout cas, ils ont eu le week-end, un week-end sans problème, sauf si on ne sait pas certaines choses, et ça doit leur faire du bien à toute l'écurie. Victoire de Verstappen donc à Imola sur les terres de Ferrari. On va parler maintenant des pilotes sur le podium, Sergio Pérez et Lando Norris. Week-end réussi, on l'a dit, donc pour Red Bull, puisque c'est un doublé qui vient conclure ce week-end italien. Sergio Pérez finit deuxième derrière son coéquipier. Deuxième podium d'affilée pour le Mexicain. On parlait lors du débrief de Melbourne d'un pilote complet qui, encore une fois, Edouard, il a montré qu'il était bien là, qu'il s'est encore illustré, notamment en bloquant la remontée de Charles Leclerc pendant le Grand Prix. Ouais, bah le tacos, il fait le boulot, hein. Les voitures de cette année lui correspondent beaucoup mieux. Non, mais les voitures de cette année lui correspondent beaucoup mieux. Les voitures de l'an dernier, c'était très large, très compliqué de sauver les pneus. Lui, on le sait, c'est un pilote de course, pas de qualif. On l'a vu, d'ailleurs, il s'est loupé vendredi soir, hein. C'est parce qu'il fait un départ de folie en qualif sprint qu'il arrive à bien se replacer pour la course. Et son départ en course est très bon. Il a fait le Grand Prix qu'il fallait faire pour un second pilote, c'est-à-dire qu'il a protégé derrière son leader. Au final, ils font 1 et 2, ils sont tous les deux sur le podium. Il a fait aussi, et malgré tout, hein, je pense que même Leclerc, on dit qu'il a fait tampon, je trouve pas, hein. Il avait le rythme de Leclerc et je pense que franchement, il n'a pas eu tant besoin de défendre que ça sur Leclerc. C'est ce que j'allais dire, Edouard. C'est ce que j'allais dire. Franchement, il a fait plus que tampon, parce qu'il avait des chronos autour qui étaient parfois meilleurs de 2 à 3 dixièmes que Leclerc. Donc, il a fait plus que contenir les assauts de la Ferrari. Ah oui, c'est ce qui a poussé Leclerc à la faute, parce que Leclerc voyait pour revenir sur lui, il fallait tout simplement qu'il se donne à fond. On voit qu'à chaque tour, il prenait du temps dans cette fameuse chicane droite-gauche qui est très serrée. Il a tenté d'aller encore grappiller un tout petit peu plus de temps et cette fois, Charles s'est loupé. Si Charles se crache, part en tête à queue et fait cette faute, c'est à 95% grâce à Pérez. Si Verstappen et Red Bull s'en sortent aussi bien sur ce week-end et permet de revenir un peu dans la course au championnat, c'est grâce à Pérez. Franchement, le Grand Prix de Pérez, il n'est pas loin d'être parfait. Et si c'est lui qui part en pôle, je pense que c'est même lui qui va gagner la course. Mais justement, est-ce que si Ferrari n'était pas à ce niveau-là et qu'il y avait seulement les 2 pilotes Red Bull, est-ce que vous pensez, je vais commencer par toi Clément, que Pérez serait à la hauteur pour se battre face à son coéquipier? Non, je pense pas, on le voit, hein, il y a quand même 16 secondes à l'arrivée et des temps autour qui étaient largement là en faveur de Max Verstappen, mais il a fait le boulot. Après, c'est très compliqué de savoir ce qu'il aurait pu se passer, on va y revenir, mais voilà, Carlos Sainz a été harponné dès le début, il n'y peut absolument rien, et peut-être qu'il était le plus rapide, l'un des plus rapides sur la piste, et ça aurait été différent, mais en tout cas, il a fait une course très solide, il montre qu'il est un vrai bon, on va pas dire un pilote 1 bis, mais un vrai bon deuxième pilote, et dans la quête ultra importante du classement des constructeurs que veut Helmut Marko, que veut Christian Horner, c'est un atout non négligeable. On se souvient de sa défense absolument hallucinante à Abu Dhabi pour faire revenir Verstappen de 8 à 1 seconde sur Hamilton le jour du sacre. Voilà, il montre qu'il est bien plus qu'un soldat. Il l'avait montré déjà dans ses précédentes écuries. Vraiment, le Mexicain fait un drôle de boulot. Et comme tu l'as dit, Quentin, il y a encore ce petit souci d'essai et de qualification à régler. S'il arrive à trouver les petits réglages nécessaires pour être un petit peu plus rapide dans les moments qui comptent, le vendredi et le samedi, attention à lui et attention à Max.
Alors, c'était Edouard qui l'avait dit, mais moi, je voulais souligner quelque chose, c'est quand même, il a fait une pole. Il a fait une pole à Jeddah, donc certes, il ne se distingue pas en qualification, mais il en est capable. Edouard? Ouais, clairement. C'est un pilote, on sait, qui est très bon, hein, qui est très complet. Mais après, on l'a vu, c'est quand même pas non plus toujours son sport de prédilection de faire la pole. Je crois que c'était même sa première pole à Jeddah, si on reprend peut-être. La deuxième pole de sa carrière, il me semble. Deuxième pole de sa carrière. En 220, 230 courses, comparé Oui. à un Max Verstappen, on sent quand même qu'il est moins bon en qualif et surtout, il est connu pour savoir gérer les pneus à la perfection dans ce domaine-là. C'est peut-être même le meilleur du plateau. Pour moi, Pérez restera toujours un des meilleurs pilotes en course. En qualification, ça reste un pilote, pas moyen, mais un bon pilote malgré tout. Mais ce n'est pas un pilote pour faire des pôles tous les week-ends, quoi. Et puis on l'a vu sur la gestion des pneus, comme tu le dis si bien, Edouard, que ça a été un élément très important tout le week-end. Alors, même si la course sprint, voilà, c'est à sa vingtaine de tours, il n'y a pas d'arrêt au stand. Enfin, entre guillemets, il n'y en a pas parce que tout se fait sur un seul jeu de pneus, mais les Ferrari ont clairement souffert sur ce point. Est-ce que ce sont les améliorations Red Bull qui ont amené la voiture à moins dégrader les pneus ou les conditions plus fraîches? On le saura peut-être un jour, peut-être dans 15 jours s'il y a des questions dessus. Mais là-dessus, oui, Sergio Pérez est reconnu et à juste titre comme quelqu'un qui dégrade très très peu les pneus. Et on le voit que ça fait une nouvelle fois la différence malgré le changement de réglementation. Maintenant, on va parler de Lando Norris. Très bon début de course pour Lando Norris. Après, bien sûr, petite hésitation de Charles Leclerc. Bon, après, on connaît la suite. Suite à la faute du Monégasque, il prend la 3e place. Edouard, c'est un peu de l'opportunisme, ce podium, mais il faut souligner malgré tout le bon week-end du jeune pilote britannique. Ouais, c'est un peu de l'opportunisme, mais il faut quand même noter, même s'il a des conditions de course qui sont favorables avec en passant Leclerc dès le début, en profitant de l'erreur de Charles Leclerc, il a quand même eu un rythme de course très solide et quasiment personne n'a pu l'approcher. Même Russell n'a pas pu l'approcher, alors que sur le papier, Russell a quand même une voiture qui est censée être meilleure. La course de Norris, en termes de rythme et de propreté, est peut-être la plus impressionnante avec celle de Verstappen. En fait, c'est des deux Red Bull, tout simplement, hein. Norris, il a tenu son rang. Il partait 5e, non, il partait 3e, je crois. Non, il partait 5e, ou 4e. Il partait 5e dimanche. Il partait 5e dimanche. Donc, ouais. Quand tu arrives premier virage à être 3e, il avait déjà fait le plus gros du boulot. Et après, se faire doubler uniquement par Leclerc, qui après, il repassera grâce à l'erreur de Leclerc. Enfin, on ne se rend pas compte du boulot qui a été fait. Et franchement, je ne sais pas si c'est la voiture qui s'est beaucoup améliorée, parce que Ricciardo, en qualif, était là. Après, il y a eu l'erreur en course, mais Ricciardo, en qualif, avait été dans le rythme aussi. Soit c'est la voiture qui s'est beaucoup améliorée à un point qu'on n'imagine pas, soit c'est Norris qui a tout simplement fait ce qu'on appelle une masterclass et qui vraiment a tiré 100% du potentiel de la voiture pour aller chercher ce podium. 5e en Australie, 3e à Imola. Norris, on sait qu'il a du potentiel, beaucoup de monde l'attendent. Clément, est-ce que sa saison est lancée à Lando Norris après les petits pépins techniques de McLaren en début de saison? Oui, clairement. Il marque des gros points, il fait son apparition à la 6e place du classement, ce qui démontre sa solidité. Après, moi, j'arrive toujours pas à comprendre la différence entre les McLaren des 2 premières courses et les McLaren des 2 dernières. Je sais pas, quand on a vu le pessimisme terrible de Zak Brown et de toute son équipe à Bahreïn et à Jeddah, il est difficilement lisible et difficilement compréhensible de voir la voiture à ce niveau-là. Tant mieux pour eux. On aura peut-être des explications au retour, au 2e retour en Europe, puisque dans 15 jours, on sera à Miami, mais il a fait ce qu'il avait à faire. Il a profité aussi, vous l'avez bien dit, du souci entre Sainz et Ricciardo. Enfin, c'est plutôt Ricciardo qui a mis fin à la course de Sainz, mais c'est comme pour George Russell, il faut savoir prendre des gros points. Les points qui sont pris ne sont plus à prendre. Il les a pris au bon moment,
en faisant une course là aussi solide et plutôt propre. Donc, c'est un week-end réussi, clairement, pour Norris. En tout cas, ils ont, semble-t-il, trouvé les solutions miracles que n'ont pas trouvé Mercedes, mais on en parlera tout à l'heure. Petite parenthèse quand même, Charles Leclerc, très vite, 6e, le leader du championnat, a perdu beaucoup de terrain. Voilà, bon, il y a sa faute au 53e tour de course. Il avait chaussé des pneus tendres 4 tours plus tôt, il me semble. Il était 3e, il voulait revenir sur Pérez. Il avait tout pour aller chercher cette 2e place. Et puis là, bon, il fait cette faute. Je voudrais revenir sur des propos de Franck Montagny à l'antenne de Canal qui lui parlait d'erreur d'ego. À ce moment-là, il voulait en faire trop. Voilà, il voulait cette 2e place, il voulait finir sur le podium à tout prix devant les tifosi. Est-ce que Edouard, tu es d'accord là-dessus? Est-ce que c'est une erreur d'ego? Non, je pense que comme il l'a dit, et comme on le connaît, c'est un compétiteur, c'est un gagnant. Être 3e ou 4e ou 5e, il s'en fout. Il veut juste être devant les autres. Et ouais, quand on est compétiteur, on a une voiture qui est rapide, on veut forcément aller chercher les voitures devant. Et il voyait qu'il pouvait remonter potentiellement sur Pérez en attaquant jusqu'à la limite. Bon, l'erreur, il l'a fait, ça arrive à tout le monde, hein, c'est des faits de course. Même des grands champions se sont cassés la figure comme ça à 10 tours de l'arrivée alors qu'ils avaient un podium entre les mains. Hein. C'est arrivé, c'est pas la première fois que ça arrive, ce ne sera pas la dernière fois que ça va arriver. Je pense que ce n'est pas une erreur d'ego, je pense que c'est une erreur de compétiteur. Et comme il l'a dit, c'est une connerie. Après, voilà, hein, s'il ne faisait pas d'erreur, ce ne serait pas drôle. Comme on dit, le championnat ne serait pas aussi haletant. Ouais, j'aurais un jugement un peu différent, c'est-à-dire que je pense que c'est une vraie erreur de pilote. On le sait que sous la pluie, dans ces conditions, alors sur piste séchante, avec quand même une trajectoire un peu humide, on sait qu'on ne peut pas rouler à 110%. Il faut rouler peut-être à 94 ou 95%. Et là, on le voit, alors il reste sur la trajectoire, mais il fait une grosse erreur à la Variante Alta où il monte complètement sur le vibreur. C'est une grosse erreur. Je pense qu'il va s'en vouloir. Il s'en est voulu, on l'a vu sur les images. Mais c'est une erreur encore de jeunesse, qui reste quand même un pilote assez jeune qui a pas tellement d'expérience sous la pluie. Il a vu que là, eh bien, ils n'avaient pas le droit à l'erreur. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est qu'il a vu la grosse erreur de Carlos Sainz vendredi, qui l'a amené à partir, je crois, 10e lors de la course sprint. Ils ont peut-être voulu en faire un petit peu trop devant leur public et ils ont été, entre guillemets, punis. Mais avec l'erreur de Sainz, il aurait dû ne pas rouler à 100% à ce moment-là et se contenter de la 3e place. Je ne suis même pas sûr que dans des conditions réelles et normales, il aurait pu prétendre à la 2e place. Ouais, donc c'est une erreur de jugement et une erreur voilà, de pilote tout simplement. Ça combine un peu les deux. On verra s'il rebondit du côté de Miami dans 15 jours. On va passer à la rubrique technico-tactique. Notre rubrique technique aujourd'hui concerne tout d'abord Mercedes. Mercedes toujours à la peine après un mois de compétition. On a vu un Lewis Hamilton fébrile, incapable de dépasser Pierre Gasly, incapable de dépasser Lance Stroll, ça va faire plaisir à Edouard. Vendredi, échange tendu d'après les caméras de Canal entre Toto Wolff et le 7-tube champion du monde. On les sent dépités et pourtant, George Russell, lui, s'en sort plutôt bien, avec une constance affichée depuis le début de la saison. Edouard, comment on explique ces deux cas de figure? Voilà, la dernière fois, il me semble, dans le débrief du Grand Prix d'Australie, c'était toi, il me semble, qui pointait encore le manque de travail de Lewis Hamilton, voilà, la nonchalance. Est-ce que, encore une fois, tu pointes encore cela ou alors c'est vraiment la voiture qui, cette fois-ci, est vraiment impilotable? Bon, tu as tout dit, hein, je vais me répéter, mais il y en a un qui bosse et il y en a un qui fait ouin-ouin, quoi. Quand on voit qu'il y en a un qui galère à dépasser Gasly, Albon, Ocon, Stroll, avec tout le respect que j'ai pour ces pilotes qui sont des pilotes très bons, hein. Bon, Stroll, bon, mais c'est compliqué quand on voit que Russell, à un moment, pouvait peut-être jouer la 4e place derrière Norris. Les différences entre ces deux coéquipiers est absolument... Elle n'est pas scandaleuse, mais quand on compare un 7-tube champion du monde à un pilote qui est sur la grille depuis seulement quelques années et qui roulait avant dans une Williams qui était très en retrait,
c'est pour ceux qui n'aiment pas Hamilton, c'est à mourir de rire et on prend beaucoup de plaisir à voir ça parce que Ouin va devoir se mettre au boulot s'il veut pas passer pour un con pendant toute la saison. Mais comment tu expliques les propos de Toto Wolff qui dit désolé Lewis de te mettre dans cette situation-là, cette voiture est impilotable. Donc, est-ce que c'est pour le rassurer en disant t'inquiète pas Lewis, c'est notre faute, ou alors vraiment c'est Mercedes qui propose une voiture impilotable à Hamilton? Il y a un peu de ça, mais je pense qu'un vrai pilote fait la voiture comme il la sent. Les réglages, ce n'est pas aux ingénieurs de les faire. Ils doivent assister le pilote, mais c'est le pilote qui doit régler sa voiture comme il le sent en essai libre. Alors, on sait que c'est compliqué, ces week-ends de qualif sprint, qui a moins d'essais. Mais en une séance d'essai libre, si le pilote n'arrive pas à trouver comment bien régler sa voiture, c'est de la faute du pilote et pas des ingénieurs. Toto Wolff, il a fait un peu ça pour rassurer. Je suis plutôt d'accord là-dessus avec toi, mais je pense que le plus gros problème, c'est que c'est le pilote qui doit régler sa voiture comme il le sent. On voit que Leclerc, sa voiture est réglée à chaque fois comme il faut. C'est lui qui en essaye, fait le boulot pour bien régler sa voiture. Idem pour Verstappen, idem pour Perez. Si Hamilton a une voiture qui n'est pas bien réglée, il peut s'en prendre un peu à son équipe, mais beaucoup plus à lui, je pense. Est-ce que les nouvelles modifs qui vont être apportées en Espagne le 22 mai prochain, est-ce qu'il faudra les juger sur ça, Clément? Est-ce qu'il faudra reprendre au sérieux Mercedes? Parce que là, encore aujourd'hui, ils ont dit on est dans une situation critique, on a 2 courses pour régler la chose. Bon, Miami, ça va être un peu compliqué, comme on sait. Est-ce que du coup, est-ce qu'on peut les juger à partir du Grand Prix d'Espagne, Mercedes? Ah bah oui, on va vite les juger. On les juge déjà parce que. Est-ce que du coup, ce Grand Prix peut être décisif pour le reste de la saison pour Mercedes? Décisif, je ne sais pas, parce qu'ensuite, on ira rapidement à Monaco, mais ensuite, on va enchaîner avec des vrais grands prix où il faut une voiture performante, c'est-à-dire Bakou, le Canada et Silverstone. Là, il va falloir vite changer pour Hamilton, qui n'y est pas du tout. Je pense que la crise de confiance, elle est bien plus grave que prévu. Il a joué au yo-yo émotionnel tout l'hiver en disant je continue pas, je sais pas quoi faire. Pour certains, il a bluffé, pour d'autres non, mais il n'y est pas du tout. Il a refusé de répondre à certaines presses après être passé en zone mixte. Il tire la gueule. C'est problématique de le voir comme ça. En même temps, moi, il y a quand même quelque chose, c'est qu'il a toujours été dans un confort terrible durant des années, avec une voiture qui fonctionnait ultra bien, qui était nettement au-dessus du lot. Mais la qualité du pilote et du travail, comme dit Edouard, est à remettre en question. Moi, je suis désolé, en classe pure, est-ce qu'il est vraiment le meilleur pilote ou à l'image des Brown, il bénéficiait quand c'était Button notamment, mais qui bénéficiait d'une voiture qui était largement au-dessus des autres. Moi, j'ai des gros doutes sur ses qualités techniques, même s'il a montré depuis des années d'être pas septuple champion du monde pour rien. Mais il est dans un état déplorable, il n'a pas l'attitude qu'il faut et il n'a pas l'air de vraiment se remettre énormément en question parce qu'il a une montgolfière à la place de la tête et un ego totalement démesuré. Mais il va falloir qu'il se remette vite au travail. Ouais, on verra bien donc le 22 mai prochain à Barcelone. Je voudrais parler très vite d'Alpine. On nous avait parlé d'un nouveau fond plat pour Fernando Alonso et celui-ci abandonne au 7e tour pour un gros bout de carrosserie parti. Ocon, pareil, même pas dans les points. Un gros écart, Edouard, avec le week-end australien pour Alpine. C'est compliqué. Franchement, pourtant, il y a 15 jours, on était tous assez confiants. On se disait Alpine et Imola, ça va être pas mal. On a tous pris une belle claque dans la figure. Mais ouais, Alonso, malheureux, parce que c'est un contact qui lui fait perdre, par exemple, une partie de son capot moteur, ce qui l'oblige à abandonner. Ocon, à l'image de beaucoup de pilotes, englué dans le trafic, impossible de dépasser. Le rythme n'était pas non plus fou. On voit que se faire sortir en Q1, je crois que c'était un problème de boîte de vitesse. Ouais. Si la fiabilité s'en mêle, Alpine, ça va être le remake des saisons d'avance, ça va être inconstant. Il y a des week-ends où ils vont peut-être faire parfois 2-3 grands prix très bien, parfois accrocher même une surperformance, mais des fois, ça va être très décevant, ça va sortir en Q1, ça va se battre pour une 13, 12e place. Edouard, le plus problématique, c'est la qualification sprint où Alonso part quand même 5e, il réalise une qualif de qualité, il est
très très proche. Je crois il est à 700e d'Alonso et il perd 5 rangs, 4 rangs pardon, pour terminer 9e. Il termine du coup en 21 tours seulement à 15 secondes de Sainz qui est 4e. C'est un vrai problème ça au niveau de la performance pure. Ouais, mais ça, on sait qu'au niveau de la performance, ils sont loin de Ferrari et tout ça. C'est pas le souci. C'est que Alpine, c'est ça, c'est de l'inconstance. Ça fait des années que c'est comme ça. C'est inconstant. C'est le mot pour qualifier cette écurie en Formule 1, je trouve. Il va falloir régler ce problème d'inconstance pour atteindre l'objectif affiché par l'écurie Alpine, par Laurent Rossi, qui était la 4e place constructeur. Pour l'instant, on y est un peu loin. Les amis, on va passer à la dernière partie, vos tops et vos flops. Je rappelle que vous pouvez retrouver les tops et les flops du Grand Prix d'Imola de nos consultants du jour sur notre chaîne Twitter. Donc Clément, toi, tu as mis en top, tu as mis Red Bull et George Russell. Bon, Red Bull, on a parlé en début d'émission qu'ils avaient réalisé le week-end parfait. George Russell, pour toi, donc, et ton top du week-end. Ouais, parce qu'il fait des miracles avec cette voiture, mais je ne suis pas étonné de le voir à ce niveau-là. On le savait qu'il était très rapide. C'était un grand bosseur, je répète ce que j'ai dit il y a 15 jours. Voilà, 12 points, 10 points, 15 points, 12 points, 49 points après 4 Grands Prix. Une régularité magnifique malgré une voiture compliquée. On va revenir sur le côté opportuniste de la chose. Il aurait dû terminer derrière Charles Leclerc. Il aurait peut-être aussi dû terminer derrière Ricciardo et Carlos Sainz. Il en a profité. Il marque là aussi des gros points. Ça fait plaisir parce que c'est vraiment un pilote très talentueux. Je ne vais pas revenir sur le côté classe pure, mais en tout cas, il semble avoir de l'or entre les mains. Et en plus, il reste très humble et il était même un peu gêné de la situation d'Hamilton au micro de la presse hier. Édouard, toi, ton top, c'est Aston Martin. Comment ne pas mettre Aston Martin? Non, mais ils ont la plus mauvaise voiture du plateau. On le sait, la voiture est nulle. Le moteur est pas ouf. Le châssis est pas ouf. L'aéro est catastrophique. Mais hier, Vettel a été très solide. 8e tout le temps. Enfin, 7e tout le temps. Il termine 8e. Stroll, c'est lui qui a fait le bouchon sur Ocon, Albon, Gasly, Hamilton. Enfin, il y avait du beau monde derrière. Il a quand même tenu le bouchon avec quand même des chronos qui étaient solides pour une voiture de ce genre. Aston Martin, au niveau stratégie, c'est pas loupé. Vettel a pris le pari de passer des slicks juste après Ricciardo, alors qu'on n'avait pas du tout de référence. Je trouve que c'est franchement pas loin du Grand Prix parfait dans le sens où avec la voiture qu'ils ont, ils ne peuvent pas espérer mieux. Vettel a joué le coup parfait en stratégie. Stroll a fait le boulot. Il ramène 5 points, il passe 9e au constructeur. Alors, c'est très loin des objectifs attendus de début de saison, on le sait bien. Mais par rapport à la voiture qu'ils ont et au début de saison, mais cataclysmique qu'ils font, cette course-là, il faut qu'ils s'en servent de référence de base. Parce que franchement, malgré qu'il y ait eu peu d'abandons, 2 abandons, je crois, au final, c'est tout, ils finissent les 2 dans les points. Et chapeau, franchement, c'est du boulot très solide. Et des 2 pilotes, que ce soit de Vettel ou de Stroll, qui se rattrapent bien après des week-ends très compliqués. En tout cas, ce sont des points qui sont bons à prendre. Et on va finir par le flop de Clément, Carlos Sainz. Encore une nouvelle fois, malchanceux, Clément. Ouais, en fait, il paye son erreur de vendredi, sa grosse erreur, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Grosse erreur où il se sort, il termine 10e malgré une belle course sprint, une belle remontée samedi, mais c'est pas suffisant. Et le pauvre, il se fait harponner, il y peut rien, mais c'est des gros points de perdu. Il n'y a que 11 points d'écart entre Ferrari et Red Bull, mais pour l'instant, il est plutôt malchanceux. Après, la chance se provoque aussi. Et donc, pour l'instant, elle n'y est pas. Il va falloir qu'il s'y mette parce que, comme on a dit il y a 15 jours, il va vite être catégorisé pilote numéro 2 si ça continue. Avant de conclure cet épisode, dans 15 jours, c'est Miami, grande plongée vers l'inconnu. Oh là là. Alors, on a eu des vidéos du circuit sur les réseaux sociaux, on a une com incroyable. On a eu les avis de Pierre Gasly avant le début de la saison qui nous dit
En termes de possibilités de dépassement, ça va être assez extraordinaire, je pense, avec 2 très longues lignes droites. Cela devrait permettre d'offrir un grand spectacle à tous les fans. Est-ce que, messieurs, Edouard, commence par toi, est-ce que tu te sens excité par ce tracé urbain de Miami? Alors, excité et tracé urbain, ça ne va pas ensemble, hormis quand on parle de Bakou. Mais je suis dubitatif parce que les très grandes lignes droites, c'est bien, ça va faire des dépassements DRS, mais ça va être compliqué, quoi. Le reste du circuit, c'est ce qu'on voit dans les circuits récents, hein. C'est des virages rapides, certains virages très lents. C'est pas une piste qui va être très, très technique. Je pense c'est un Grand Prix qui va être beaucoup plus tiré vers le business que le sport, je pense. C'est plus un coup de marketing qu'un coup sportif. Après, bon, on peut s'amuser sur la piste, hein. On peut avoir de très bonnes surprises, hein. On a tous dit que Bakou, au moment où c'est arrivé, qu'on allait s'ennuyer. En 2016, on s'est vraiment ennuyé. Mais 2017, on a une course folle. 2018, on a une course folle. Faut laisser, faut voir. Dubitatif, on va dire, avant le Grand Prix. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, Edouard. Moi, je trouve que la piste est nulle. J'ai vu les simulations, ça me plaît absolument pas. Les longues lignes droites vont être totalement inintéressantes. Alors, certes, bon, bah, voilà, il y aura du 330, 335 km/h et puis ça va doubler grâce au DRS. Le reste est vraiment pas terrible. Ça va être un show, peut-être son et lumière autour du fameux Hard Rock Stadium des Miami Dolphins. Va y avoir Strass et Payet, les plus beaux VIP de toute la planète, enfin de tous les USA, mais le reste, moi, j'attends strictement rien de cette piste. Si ce n'est que bon, bah, on se dirige vers une piste pour des équipes qui ont un gros moteur, c'est-à-dire Ferrari et Honda. Le reste, je m'attends absolument à rien, si ce n'est à être surpris, mais ça fait partie des nouvelles pistes des designers, notamment de Tilke, qui sont plutôt ennuyantes, avec des grandes courbes, tu l'as dit. Donc, ok, ça va être un Grand Prix, je pense, à l'entour de 21h ou 21h30. C'est sympa pour l'horaire, c'est sympa pour le lieu, parce que c'est un lieu mythique, avec là où se dispute aussi le Masters 1000 de tennis. Côté piste, il y a peut-être beaucoup de choses à changer s'ils veulent peut-être une deuxième saison. Mais on n'en est qu'aux simulations pour l'instant. Eh bien, ça promet un très bon débrief, tout ça. Les amis, c'est la fin de ce 4e épisode de Retour au Stand, le podcast que vous pouvez désormais retrouver sur Spotify. L'offre est multiple et on en est bien content. Merci à vous, Clément et Edouard, pour ce débrief, pour ce Grand Prix d'Imola. Et puis, on se retrouve le lundi 9 mai pour le débrief du Grand Prix de Miami. Ciao.